petit tableau a été réalisé par Anne en 1984 pour le plaisir de nous tous, car ça nous rappelle tous nos souvenirs d'enfance et surtout de petite enfance. Et voilà la maison de Villette, où nous sommes tous nés. Alors, il y avait la porte de la grande cuisine qui était en sud. La chambre en haut, celle-ci était celle des filles. L'autre aussi au nord. Là, vous avez la fenêtre de la chambre de nos parents. Le grenier. La porte et la fenêtre de la chambre des garçons. Gabi, Pierre, Ferdi. Mais aussi l'atelier de couture que Louise avait devant la fenêtre. Là, la légendaire vieille maison, où il s'est passé plein de choses agréables, des drames, des choses où étaient aussi stockés les aliments des cochons. Alors on y arrive, là c'était les sous à cochons, disait-on. Et puis le four à pain, où nos parents faisaient cuire le pain, qui avait levé dans la vieille maison, sous les édredons et couvertures pour faire lever le pain l'hiver. C'est la photo du jour des 25 ans de mariage de nos parents. Alors c'était le 25 septembre 1947. Alors voilà, Gabriel, félicité, nos parents, Marie, Marthe, Louise, Thérèse, Jeanne, Gabi, Madeleine, Anne, Pierre, Ferdinand, Nini, Daniel. Dans les bras de Marie, Jean Gérard. Devant Marthe, Gabi, notre première nièce. Jean, le mari de Marie, et Yves, le mari de Marthe. Il avait fait 3 années de service militaire, et à 3 semaines d'être libéré du service militaire, la guerre éclate, et il fait au total 7 années. Elle disait, on aurait dit un petit vieux, à 29 ans, perclus de rhumatisme. Il était tout raide, tout... C'était un brave homme, plein de devoirs devant ses enfants et tout, quoi. Il aimait ses enfants, mais il ne le manifestait pas. Hein. C'était mon père, avec une rigueur dans son style de vie, quoi. Droiture. De droiture, oui. Oui. Sur le plan moral, je me souviens des assemblées de battage où 30, 40 personnes se réunissaient. Alors, étant gosse, ça m'avait assez marqué. Arrivant plus tôt que lui autour de la table, où déjà les conversations étaient entamées, et des propos souvent grivois, mal placés. Mon père arrivait, ça se taisait dans l'assemblée. Il n'y avait plus aucun commentaire déplacé. Et je me disais, tiens, mais par sa présence, il en marque quand même, parce que c'était quelqu'un d'assez modeste dans son comportement, dans ses expressions. Et là, ça me frappait, quoi, étant gosse, quoi. Et puis bon, il avait fait... il était dans la cavalerie, tiens, que ça me revient. Et ben, il avait fait puis c'était un amateur de chevaux, alors... Puis il était vigoureux. 50 ans, il accrochait la crinière d'un cheval quand il passait au trot, le cheval, et puis il montait dessus. Hein. C'était gay chez nous. Enfin, je ne sais pas si les autres vous l'ont dit, mais notre père était gay. Elle restait à la ferme, mais comme leur frère était à la guerre, elle a bossé avec Gabriel qui avait 14 ans à la déclaration de guerre et elle 16 ans.
Et non. La mère était la dirigeante. Ah, bah oui. Puis grand-mère Gautreau était assez cultivée. Hein. Ouh. Elle avait des connaissances. Ouh là là. Qui s'y fautait, s'y piquait. Hein. Elle dormait très peu, elle lisait beaucoup. C'était une force de la nature. On se souvient. Elle n'avait jamais froid. En plein hiver, elle était en petite manche courte. Et puis elle était cultivée, ben plus que moi, parce qu'elle lisait beaucoup. Pas de jour qu'elle n'avait pas une lecture. Et puis qu'il y a un roupillon sur le bout de la table, et puis elle partait, et puis du journal, et puis... Moi, quand elle avait le temps, elle lisait. Le dimanche, c'était sacré, on ne devait rien faire. Même pas coup de bouton. Hein. Ah, non. Ma mère, c'était une reine-mère, quoi. Et j'ai pas des souvenirs comme peuvent avoir mes sœurs aînées, où c'était la rigueur, quoi. Ma mère avait pris conscience que avec les enfants un peu plus jeunes tel moi, là, au milieu de la nichée, où il fallait acquérir de la formation, où il fallait lire, il fallait écrire, il fallait se former intellectuellement. Ça, c'était, oui, et puis avec moins de rigueur dans l'éducation. Parce que je pense que, enfin, j'ai pas vécu ce qu'ont vécu mes sœurs aînées, mais nous, à notre période, là, c'est ce que je ressentais. J'ai quelques souvenirs de ça, moi, tu vois. Qu'il y avait des femmes dans le quartier là, qui disaient pourquoi faire qu'ils mettent les femmes à voter. Elle s'est dit qu'elle se rébellait, notre mère. Les femmes avaient leur place. Hein, puis... Ils se sont mariés pour arriver à la Villette. Oui. arriver à Villette. Oui, oui. Et c'était une ferme en mauvais état, donc ils ont retroussé leurs manches. Et en plus, les bâtiments n'étaient pas très bien entretenus. Et c'est là que notre mère et sa sœur Marie se sont remontées les manches là aussi et ont nettoyé le grenier pour en faire des chambres en haut. Alors il est arrivé là, alors, ni route ni rien, un chemin, il a commencé par faire la route. Quand le grand-mère Gautreau est arrivé sa première, il y avait une bûche, comme seuil d'un terrain, la place en terre. Ils ont nettoyé, lustré, ciré du parquet qui avait des éclis. Hein. Et il n'y avait pas de ponceuse, je te préviens. Et elles trouvaient que la chambre était trop grande. Elles ont fait des châssis de bois tendus de jute et tapissés dessus. Mais malgré les à-coups de la guerre, ils ont travaillé mais comme des dingues. Puisque la route du Villette-Bobotier, c'est grand-père qui l'a fait. De l'hiver, il transportait les cailloux de la terre d'hiver. Les tombereaux, les uns à côté des autres, déchargés, et après il fallait étaler. Gaby se rappelle d'avoir étalé les cailloux. Et je me souviens, j'avais 6-7 ans, d'avoir participé, mais les travailleurs et les faiseurs de la route rigolaient de voir un petit môme aller avec son père faire la route. Et je me souviens de la création de cette route-là, oui. Et j'ai des souvenirs de ma sœur aînée que je considérais comme quelqu'un immense, quoi. Et c'était Marie, ma marraine. Alors, à 15 ans, c'était pour moi une personne adulte qui avait toute la force physique, parce que à cette époque-là, mon Dieu, si c'était important, la force physique. Elle pouvait tirer l'eau aux vaches au puits pour 50 bestiaux, et à 15 ans, elle avait du muscle, elle avait de la volonté, et c'était quelqu'un de raisonnable, en plus. C'est difficile, parce que Marie m'avait dit, quand on voyait maman qui commençait à vomir, on disait, allez, là, une autre grossesse qui arrive. Pour Marie, tu te rends compte, à 17 ans, 11 derrière elle.
Alors Marie, ben c'est sûr que le 6e premier garçon, c'est vrai que j'avais les préférences de mes sœurs, quoi. M'est revenu il n'y a pas longtemps, j'avais 5-6 ans, j'avais une casquette avec un petit pompon, c'était une merveille. Et j'y tenais comme un doudou chéri que je pouvais avoir, c'était ma casquette. Et Marie, ma sœur bien-aimée, me l'avait foutu par terre ou je ne sais quoi. Tant et si bien que j'ai été privé de ma casquette et je m'en suis souvenu pendant 30 ans. Marie était la sœur aînée et puis c'est elle qui avait les ordres des parents de nous faire obéir. Et puis nous, on ne la prenait pas comme l'autorité parce que l'autorité c'était les parents, c'était pas elle. Alors, on en faisait baver. Hein. Marie n'a pas eu une jeunesse facile en fait. Marthe avec papa, si. Et elle sauvait dans les champs avec papa, puis elle était heureuse comme tout dehors. Marthe, elle écrivait partout. Elle aurait été à l'école, Marthe, elle pouvait faire elle avait des facilités. Pour apprendre. Et puis pas comprise du tout à l'école. Hein. Fâchée avec la bonne sœur, c'était fâchée avec elle. Marthe, non, elle a toujours été au Tremblay à travailler, alors au niveau... elle chantait. Quand elle arrivait le dimanche, elle chantait. Alors on s'installait autour d'elle et puis on l'écoutait chanter. Un peu, mais elle avait des faits, des gestes, c'est comme si elle était sur une plante de théâtre. Et puis Marthe, elle ramassait des grands tissus, des grands torchons, des vêtements. Et puis elle nous faisait du théâtre. Et moi j'adorais ça, j'adorais Marthe. Et elle m'a toujours sauvé la vie. Parce que Louise était déjà arrivée, avait dépassé l'adolescence et elle savait coudre puisqu'elle avait eu le premier prix de coupe à Pigier, Louise. Et elle adorait faire ses modèles et couper plus que la couture elle-même. Louise, c'était la deuxième mère. Hein. Notre mère était déjà un peu âgée. Et puis Louise, elle a parti à 25 ou 26 ans de la maison. Moi, c'était la confidente des gars de 20 ans. Mais Louise, c'était le bon sens, c'était notre éducatrice par excellence, quoi. Ah ouais, ouais. Que dire de plus de Louise? On l'aimait beaucoup. Moi, je résumerais ça à ça, quoi. Beaucoup d'affection pour Louise, quoi. C'était notre mère, quoi. Elle était très à l'écoute, elle était pas bête, Louise. Puis elle avait son atelier de couture à côté de notre chambre. Ensuite, on a vécu quand même assez près d'elle, quoi, et tout. Oh oui, Louise, j'aimais bien Louise. Ben parce que Louise, elle était calme, on lui confiait tous nos soucis. Ah oui. Ah oui, c'est Louise qui était très à l'écoute, oui. Oui, oui. Parce que Thérèse était plus frêle. Dès aussitôt qu'on levait le balai, elle appelait maman. C'est à moi qu'on confiait la cuisine. Maman faisait toute confiance à Jeanne. C'était la première à aller traire les vaches. Et puis, je pense que Jeanne était solide comme un roc. solide comme un roc. Mais Jeanne, c'est elle qui voyait au cochon, au lapin, voilà, boum, boum. Le commandant en chef de la tribu. Alors moi, elle osait pas trop parce que j'avais que 2 ans de moins qu'elle. Par contre, on pouvait s'envoyer des coups vraiment francs et massifs. Mais Jeanne, on lui cassait le balai sur le dos, elle. Et puis elle était capable de répondre. Je me souviens effectivement d'y avoir cassé le manche à balai sur le dos. Mais Jeanne, elle avait du répondant. Et c'était intéressant. C'était très intéressant. Puis Jeanne, le lundi après-midi, c'était recta. Elle cirait toutes les chaussures. Et elle disait, elle avait aligné les chaussures sur l'établi de la vieille maison, et elle disait, regardez ça, c'est des miroirs.
Des vrais miroirs. Les parents la laissaient faire. Quand elle a décidé de peindre toutes les portes et fenêtres, elle a tout ça, tout en verre. Tout le monde était en verre. Où ça, dans la maison? Oui, non, mais les portes et fenêtres à Villette, il y a eu des séries comme ça. C'était Jeanne. Donc elle peignait. Ah ben oui, puis ça y allait. Hein. Le jeune Gabi, avant l'armée, et puis c'était l'adolescence, il était le petit roi au milieu des filles, il n'était pas très agréable. Et parti à l'armée, il a vu qu'il y avait une autre vie, tu vois, d'autres compagnonnages. Oh, mais alors, il était superbe, il avait vraiment changé, vieilli, quoi. Alors Gabi, comment tu l'appelais? Tibelot. Tibelot. Tibelot, Tibelot. J'y nettoyais les oreilles quand j'avais, parce qu'il faisait pas beaucoup de toilettes. Hein. Jeanne et Gabi, ils étaient toujours. Jeanne voulait toujours le maîtriser. Marie l'a toujours gâté. Tellement heureuse d'avoir un frère, un mari. Fallait rien dire. Hein. Ah, Gabi. Gabi avait tout. Ah oui. Avec Madeleine, on avait plein de complicité. Ben, je l'aidais parce que, écoute, c'est cruel des enfants, une famille. Elle ne voyait très très mal. Elle était toujours cognée partout. Et c'est encore Gabi qui l'avait baptisée Patate. Et puis bon, ben, moi je sais pas, mais on s'entendait bien, alors ça me faisait suer, quoi, tu vois. Puis, je sais pas, elle avait un comportement, des fois, elle allait toujours au secours de tout le monde. Elle avait été travailler en usine. Et puis, elle sentait qu'elle pouvait faire autre chose que coudre. Et puis, elle désirait faire vraiment infirmière. Qu'elle fasse des étapes de rattrapage. Et elle a bossé. Et sa façon de vivre a été ça aussi, d'acquérir une formation et puis d'être infirmière au service des autres, quoi. Ben moi j'avais dit qu'elle voulait faire ses vœux. Tu seras toujours religieuse, comment tu peux garantir que tu seras toujours religieuse en faisant des vœux? Puis tu vois, et elle me l'a rappelé après. Moi je l'avais revue quand même, elle devait partir en Nouvelle-Calédonie. Elle partait, par bateau d'ailleurs. Mais alors le départ, on était encore à la maison, on a cru que Pierre et Thérèse, les parents sont venus pour l'emmener en voiture. Moi, je l'ai l'accompagner. Bouf! Là, à l'école, donc je suis allée à 4 ans à l'école, et Anne avait du soin pour moi parce que les filles elles marchaient vite sur la route et puis elles me laissaient par derrière. Et Anne, c'était ma protectrice, elle m'aidait à marcher, elle faisait toujours attention à moi sur le chemin de l'école. Voilà, oui, Anne et Madeleine, elles étaient très soudées toutes les deux. Hein. Oui. Oh, elles s'entendaient bien toutes deux. Nos parents nous laissaient faire ce qu'on a vu, pas ce qu'on voulait, mais moi j'avais fait des stages en aviculture. Et bien tout de suite, ils ont dit, on va faire un poulailler, je pouvais faire... mais il fallait prendre en charge, quoi. On faisait des volailles, on faisait des choses comme ça. Il n'y avait pas beaucoup de jeunes qui pouvaient faire des choses comme ça, quoi. Très curieux, et puis qui aimait bien chercher, trouver, même quand il y avait quelqu'un à la maison, qu'on n'avait pas le droit d'être dans la chambre, il y avait une petite fente à la porte, il allait voir à la porte qui c'est qui était là. Et puis, une fois, étant un gamin, il était à se promener sur la route, il avait ramassé plein de chenilles, il trouvait que c'était rigolo comme tout, des chenilles, il s'en est mis plein les poches. Et le lendemain, on m'a dit, mais t'as pas eu des boutons? Ah non. Et l'hiver, c'était pareil, il allait avec Ferdinand, Gabi, faire le bois. Et pour les appeler
à venir à table, personne n'avait de montre. Pour les appeler pour venir à table le midi, il y avait un clairon. Alors les filles, elles sonnaient du clairon pour les appeler pour venir manger le midi. Pierre était toujours Ferdinand, où es-tu? Et puis l'autre il se cachait, puis il bourrait, puis ils ne pouvaient pas se quitter tous les deux. Puis... J'avais eu une poupée toute en carton. Et puis Pierre m'avait demandé s'il pouvait la prendre. Ben, je fais oui, si tu veux, mais tu le rentreras, Pierre. Et puis il l'a laissé dehors, ben, j'ai retrouvé qu'un petit carton. Une influence sur Ferdinand, énormément. J'étais le gardien, et c'était bête, j'étais des années et des années à m'inquiéter de Ferdinand. Je ne sais pas pour quelle raison, j'ai eu peur avec lui. Étant jeune, il a fait des convulsions. Et ça m'est resté gravé que si tu veux, à 7 ans, 8 ans, 9 ans, tous les soirs, je te demandais Ferdinand, tu dors, et Ferdinand, tu dors. Je suis née donc la 11e de la famille. À ma naissance, Marthe m'a dit que notre père était vraiment abattu parce qu'il avait 48 ans et notre mère 40. Notre tante et notre oncle Jean Gautreau et Marie Gautreau n'avaient pas d'enfants, tu comprends. Mais alors ils ont aidé à nos parents, c'est incroyable. La 11e, on a dit, elle pourrait venir chez moi, j'ai bien le temps de m'en occuper, elle pourrait venir, puis oui, puis tout d'un coup, elle s'est tellement bien occupée qu'elle l'appelait ma fille, et puis ma fille et ma fille, et puis Nini, tu vois, elle était complètement hors circuit avec nous. Alors mon père avec Ferdinand, on était furieux un jour, mais c'est pour elle, lui, oh, on avait préparé, je sais pas trop, on avait fait un petit truc pour que Nini rentre à la maison, on vienne avec nous, on pense-tu là. La tante, le soir, elle dit, allez ma fille, on s'en va. Hein. Nini, boum, je porte le bagage. On avait fait un petit, bon, j'ai fait tout le mot de merde, on avait fait un petit mot de Marie, je me rappelle. Un petit mot de Marie, on avait une petite Sainte Vierge, on avait mis des fleurs, on avait un coyou, enfin on avait tout préparé, on avait mis un peu de sable, on avait, voilà quoi, les gamins, quoi. Puis on dit quand Nini elle va rester là, elle a dit on va s'amuser au mot de Marie, on va demander dit le soir, tu pas qu'on t'est déçu. On était furieux tous les deux. Mais c'est pour elle dit elle emmène Nini. Ça la Nini. Oui, parce qu'on se demandait pourquoi elle était partie, puis elle était vue comme une reine, là, bon. Elle n'avait pas envie de revenir. Elle n'avait pas envie de revenir. On était trop à la maison, quoi, ça. Trop rapprochés, oui, parce qu'elle avait 2 ans de moins que moi. Puis Daniel, 4 ans. Tout le monde est parti de la maison, donc je me suis retrouvée avec Pierre à conduire la ferme. Du fait que Ferdinand était à l'armée, Gabi partait sur Soussel, notre père était bien fatigué, et Pierre a pris les rênes de la ferme et j'étais avec lui. Donc je m'étais fait même un pantalon, une cotte pour pouvoir monter sur le tracteur. Daniel était un peu chouchouté, alors... C'était la petite dernière. Oh là. C'est trop injuste. Tu vois bien. Nous on n'avait pas le droit de nous plaindre, et puis elle était toujours écoutée, alors là ça faisait pas... Tu vois bien, bon, c'est des ambiances d'enfance, quoi. La ferme à Villette, ça faisait 25 hectares, il y avait 10 vaches. 10 ou 11 vaches, il y avait tous les élèves, il y avait les génisses, il y avait les veaux, il y avait... C'était une terre assez pénible à labourer, à cultiver. C'était des terres généreuses, mais très dures, ce qu'on appelait des terres dures à faire, c'est-à-dire... et on n'avait pas les engins pour émietter la terre, pour pouvoir planter, pour pouvoir semer.
Il était venu à la ferme, enfin ça nous a été dit quoi. Il avait déjà des bœufs, et puis ça allait passer vite. Directement, il avait été acheter des chevaux. Alors, il y en avait 3, toujours. 3. Et puis il dressait les jeunes chevaux. Oui. Oh là là, il nous faisait peur. Il intervenait, quand le cheval n'allait pas droit, il intervenait avec un grand breton, puis il les remettait en ligne, les jeunes chevaux, il dit que ça filait. Hein. Oui. Et puis la voiture de... Il y avait un cheval. Bon, il y avait 4 chevaux. Oui. Pour aller à la messe, il a attelé le jument, un cheval un peu plus léger pour la voiture. Il aurait plus vite que les gros chevaux de trait. Alors. Les moissons, pas pour les foins, mais ça traînait pour les moissons. Et on allait avec la charrette, par la route, le matin. Et le soir, on dételait le cheval. Et on cassait la croûte, la sienière, et le cheval rentrait tout seul. Mais il ne reprenait pas la route, il prenait les chemins de traverse. Et quand on arrivait, le cheval était à l'écurie. Les moissons finies, on mettait en barge, et puis il y avait des entrepreneurs qui avaient une batteuse qu'on appelait. Ils venaient sur place. Alors là, entre-temps, nous, on ramassait les céréales, une barge de céréales secondaires, une barge de blé, et on amenait la moissonneuse, pas la moissonneuse, la batteuse, entre les deux. C'était organisé quand même avec l'entrepreneur, parce que alors on pensait soit les premiers, soit les derniers, alors ça se prolongeait jusqu'au mois d'octobre, presque septembre, tout le mois de septembre, et des fois on était les derniers jours de septembre, début octobre. Quoi. Mais comme c'était en barge, ça ne traînait rien. Et les céréales secondaires, tous les balayis qu'on appelait, allaient soigner les volailles. Rien n'était perdu. Le blé partait après chez les minotiers. Alors on faisait un échange de... Le minotier prenait pour 100 kilos de blé, il en prenait un cinquième ou un dixième, je ne sais plus les proportions. Mais c'était dans les coutumes du pays, ça, et le boulanger nous faisait tant de pain, avec 100 kilos. On avait droit à tant de pain de 6 livres. Non payé, c'était... Oui, c'était un troc. Avec Pierre, avec notre père, parce que Pierre amenait des méthodes nouvelles de charruer, de produire de l'herbe, que notre père ne trouvait pas ça bien. Et donc Pierre avait pris ça en main, aidé aussi des conseils, aider des techniciens agricoles qui arrivaient à l'époque. J'ai pris en 56. Avec Lily, on avait pris tous les deux. Et puis Anne, un petit peu avant de se marier aussi, elle m'avait aidé un petit peu, mais pour quelques mois, quoi. Pour traire les vaches. Elle avait monté un petit élevage de poulets à l'angle. Je pensais pas acheter un tracteur. Je l'ai financé. On avait des prêts aux jeunes à ce moment-là. À la même heure, tous les jours, parce que c'était tous les jours, quand je dis tous les jours, y compris le dimanche, c'était 3 coups de sabot dans le bord de l'escalier de la chambre aux filles, pan, pan, pan. Thérèse, elle répondait oui, et ça c'était le réveil. Ça c'était le réveil. Et en ce qui me concerne, c'était pas tout à fait pareil. Il venait me réveiller, hop, allez, debout. J'ai loupé une fois ou deux de me lever après avoir répondu. Ça m'est arrivé qu'une fois, parce que il n'y a pas eu de seconde fois. Il portait le café à sa femme. J'ai voulu le faire, mais ça n'a pas pris du tout. Et t'entendais, toi aussi, ton père qui te réveillait le matin ou pas? Ah, 3 coups de sabot. 3 coups de sabot, les filles. Allez debout, le ventre va vous... Non, le soleil va vous rire sur le ventre quand il faisait clair.
hein. Il nous faisait chauffer notre café, hein, tout le temps. Le café est chaud, les filles, levez-vous. Mais il avait comme pitié de nous, hein. Mais, alors, des fois, pour faire voir qu'on se levait, on grattait le plancher, et puis on disait, comme ça, il va croire qu'on est habillé. Alors on disait, mais oui, on arrive, on arrive. Allez. Ouais, mes parents étaient très religieux. Mon père n'aurait pas commencé une journée sans faire sa prière. Sa première chose, c'était de mettre le café à chauffer, première opération quand il se levait, et ensuite de faire une prière le matin. Et tous les matins. L'église était omniprésente, omnipuissante. Hein, tout passait par l'église, quoi. Le curé, c'était la référence de la communauté rurale. Hein. Oui, c'était absolu. Tout le mois de Marie, à genoux, devant la cheminée, des fous rires terribles, parce que quand on se mettait sur le côté, ça faisait comme des ombres chinoises. Alors, il y en avait une que le nez, lui, était long comme ça, hein, et puis rire, et puis rire. Et comme papa, il s'endormait les 3/4 du temps, hein, il était trop fatigué, maman nous faisait les gros yeux, mais elle avait envie de rire. On allait joyeusement dire le chapelet au bobotier. Ben, c'était rigolo, ça. On partait de la maison à pied, et puis on partait tous là, et puis allez. Enfin, ceux qui étaient libres, quoi. Si on voulait faire notre toilette, il fallait chercher un seau d'eau le soir, dans le fond du jardin. Hein. Que vous faisiez chauffer? Ben, souvent, on mettait une casserole quand même sur la braise. On avait une table de toilette dans le coin de la cuisine. Il y avait une bassine, une cuvette. On avait même pas de brosse à dents. Ben, une, c'est tout, chemin, pour tout le monde. On se brossait pour les dents. On y avait comme ça. Et puis, une serviette de toilette, parce qu'il n'y avait pas de gants de toilette à l'époque. Moi, je me rappelle pas avoir vu des gants de toilette. Tous les samedis, la chaudière dans la buanderie, il fallait, bon, l'eau, la chaudière, alors, les pâtes là-dedans, c'était nos sœurs qui voulaient, notre père disait, bah, allez les filles, allez, on lave les coraux, oh nom de Dieu, il y a 12 trésors bandés comme dessert, nous, bah, il dit, c'est bien sûr, nos sœurs de s'occuper de notre vaisselle, bien sûr. Enfin, notre père, elle avait compris le truc. Elle dit, non, les gars, mon père, ça va être... On portait notre sac, on portait la gamelle. Hein. On a été 7 à l'école à Théier, 7 en même temps. Presque tous avaient des lunettes, sauf moi. Mais nos parents n'étaient pas assez riches, alors on mangeait la soupe que l'hiver. Et puis on la trouvait bonne. Hein. De ça nous réchauffait, il n'y avait pas de chauffage à l'école, c'était la guerre. Notre mère était une maîtresse cuisinière, parce qu'il y avait des artisans qui venaient et tout ça. Quand il y avait des travaux d'entretien à faire, alors les artisans mangeaient sur place. Ça se disait dans la campagne que chez la mère Gautreau, c'était... C'était de la bonne cuisine. C'était de la bonne cuisine. C'était une bonne cuisinière, mère Gautreau. Aussi de notre mère, c'était de faire à manger à tout le monde. Donc, sitôt le repas de midi terminé, elle disait « Qu'est-ce qu'on mangera demain ?» Et donc, il fallait qu'elle prévoie sa volaille tous les soirs, parce qu'une volaille devait se tuer tous les soirs pour qu'elle soit meilleure le lendemain. Et notre mère faisait des beaux savoirs dans un réchaud à charbon. Tous les dimanches, on faisait un savoir avec de la crème anglaise. Alors ça, on a vraiment... moi, j'ai que des bons souvenirs d'avoir été bien nourri et puis la convivialité. Hein. Les repas, c'était convivial. Je m'étais mis à faire le pain. Alors, tu sais, les pains de 12 livres, là. Le fromage, c'était la vache qui rit, il n'y avait pas autre chose. C'était le seul fromage qu'il y avait à l'époque. Et puis on faisait beaucoup de laitage à Villette, beaucoup de laitage. D'accord. Du riz, Sur 2 jours, on faisait la lessive, à tout brosser. On brossait. Dans la fumée,
parce que on avait, mon père avait monté sur une baraque en tôle. Il y avait des tôles et puis il y avait la chaudière. Puis il y avait le bois à côté. Ça fumait là-dedans. Hein. Alors, on brossait, on tirait l'eau, on faisait la lessive. Quand j'ai revu des ingénieurs commencer à redonner, j'avais vu ça à la télé, des filles qui disaient que la cendre c'était parfait pour faire la lessive. J'ai dit bande de folles. Si vous auriez pensé à ce qu'on a pensé, eh ben vous feriez pas de la lessive. Vous iriez comme tout le monde acheter un paquet de lessive. Hein. Oui. Et la punition, c'était, ben, je vais t'attacher avec un brin de laine. Un brin de laine, ben oui, mais tu n'allais pas rompre les amarres, hein, mieux te le dire. Hein. Parce que si tu avais cassé le brin de laine, alors là, bonhomme, hein, tu l'aurais vu venir, la grand-mère. Le jour où je serais arrivé par là-dedans, on s'amusait, on rigolait dans les lits. Nous là dans le jardin. Nous là dans le jardin, ben, c'était rigolo. Nous là, on avait chacun un poirier. On avait commencé par les poires pourries. Puisqu'on n'a pas fini. On n'a pas fini par les poires pourries, on a attrapé toutes les poires et pogne dans la gueule. On a fait. Ben, dans la gueule à Ferdinand, dans la gueule à Pierre, dans la gueule à Jean-Claude, il va dire ouais, on avait un plaisir fou, disons, toutes les poires, ben, on avait fait la récolte en moins de 5 ans. Oh là 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 là. Quand le père a vu ça, mon pauvre monsieur, ben ça battait. J'enchaîne la poudre d'escampette, puis nous, on s'est fait attacher tout l'après-midi, je m'en rappellerai toute ma vie, il faisait une chaleur avec un pain de laine. La punition. Eh bien, maman nous faisait monter dans l'escalier, chacun à telle hauteur, et puis il y a toujours un qui. Puis interdit de parler. Interdit de parler. On avait Falester. Elle avait la formule j'en prends un pour taper sur les autres. Et puis là, et puis il y avait toujours un qui poussait le pied pour cogner dans le derrière, dans le dos. Les sacrés canards rentraient dans la vieille maison. La vieille maison, c'était le lieu où on préparait pour les cochons. Il y avait la farine d'orge, il y avait le grain, il y avait enfin, tout ce qu'il fallait. Voilà, les sacrés canards rentraient là-dedans. On dirait que Ferdinand, ça va se passer. Il dit pas des sacrés voleurs. Et Ferdinand, il tapait bien, là, il tapait plus. J'ai dit, je vais les sortir, et puis tu vas les attendre à la porte. Non, d'accord. Je sors les canards l'un par un. Ferdinand prend au pleur. Un temps, agonisant. Pour la deuxième. Pour un troisième. Il y en a qui ont ressuscité, d'autres qui ont... Oh là là, voilà notre mère qui sort. Oh, 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 oh. Oh la catastrophe. La volée, le brin de laine. Il y a des canards. Les pauvres canards, il y en a qui ont ressuscité, d'autres étaient baisés, donc ils étaient pas vraiment mangeables, il n'avait ni plume ni rien du tout. Ah, c'était quelque chose de très fort. Et tout ce qu'on en était, c'était ça. Alors c'était simple. Hein. C'était la préparation des cadeaux. Mais des cadeaux tout simples, puisque ça allait aux gants, aux écharpes, aux chaussons, puis des livres et des abonnements. Les cadeaux de Noël, c'était quand même précieux pour nous, c'était important d'avoir un cadeau à Noël. Et donc une année Tante Renée nous avait fait des petites boîtes, c'était notre petit tiroir secret, on mettait toutes nos petites affaires. Et il y avait des dessin dessus, Daniel c'était un petit chat, moi c'était je sais pas quoi. Je l'ai toujours gardé en souvenir. Alors donc c'est une petite boîte qui était un cadeau de Noël. Pour nous c'était très précieux d'avoir une petite chose à nous où on pouvait mettre nos petits secrets, nos petits papiers. Et je l'ai toujours gardé en souvenir de ces Noëls-là. Mais on aimait bien Noël parce qu'on chantait beaucoup. Chants d'église, bien sûr, mais on aimait bien les chants. Et puis, et je te dis, là, nos cadeaux, c'était aussi du tissu pour nos vêtements. On se tricotait nos petites mitaines, c'était nos cadeaux de Noël. Ah. Quand on trouvait de la laine, eh ben, c'était ça. On nous donnait une paire d'aiguilles et puis des machins. Ben, on était contents avec ça. On faisait du théâtre, on a fait du théâtre toute notre jeunesse. Hein. Ah bon? Ah ben Louise et moi, Adam, oui, ben Marthe. Oh, ben Marthe, le théâtre, elle faisait les comédies, Marthe.
la comédienne. Elle était une vraie comédienne. On a passé notre jeunesse hein, de théâtre. Moi, je me souviens que il y avait une pièce, c'était Louise de Bétigny, c'était moi qui faisais Louise de Bétigny. Et puis à l'époque, c'était pour la mixité, et puis Louise faisait un homme. On aimait bien aller chez les Cherelles. Jean jouait de l'harmonica, et puis on dansait, le père Cherel dansait et tout, ah oui. C'était le repas avec les fiancés de mes grandes sœurs. On attendait ça avec impatience. Moi, je m'endormais des fois au bout de la table, mais je voulais pas aller au lit, je voulais écouter le reste des histoires. Je me rappelle des fiancés qui venaient quand même le dimanche soir pour manger le oie. Parce que c'était le dimanche soir. Oui, il y avait soit souvent une oie. Oh, dis donc, grand-mère Gontrou, le samedi, tantôt, tout le samedi après-midi, elle venait dans la vieille maison et elle plumait. Et puis, mon petit bonhomme, c'est qu'elle aimait ben, sa goule aussi. C'est quelque chose. La rôtissoire, et puis le dimanche soir, pour les galants, les filles, tout le monde était rassemblé. Et puis alors, des belles tranches, là, elle coupait les belles tranches, le dessous de l'oie, là. Oh, que c'était bon vieux cochon. Ben, tout le monde s'est régalé, mais là, dis donc, c'est que ça fait une sacrée table. Il y avait une autre baiser tous les 15 jours. Je me souviens des noces à Marthe. Les noces à Marie, oui, c'était à la ferme, bien sûr. C'était on tuait le veau, on mettait une bonne barrique en Perse. Mais je me rappelle presque mieux du mariage de Marie et Jean. Étant la première, alors j'avais 8 ans. Les préparatifs se faisaient 8-10 jours avant, enfin oui, environ, quoi, pour mettre toute la ferme déjà à l'ordre, couper les haies, couper les haies autour, mettre le jardin propre et puis nettoyer le hangar pour la réception. C'était les parents qui faisaient, hein, qui choisissaient les menus, qui payaient, nous, ben, on installait, on mettait puisque c'était dans un barnum qu'on avait là. Et puis ben, on avait mis des draps, tous les draps étaient sortis des armoires, il n'y avait plus de linge, tout le linge était à laver après. Hein. Il y avait le veau qui avait dû être tué, un veau, le cochon, je ne me rappelle pas. On s'est marié en 1946, alors le père Gabriel avait retardé d'une année. C'était pas spécialement à ça, mais à cause que la vigne avait gelé. Il avait dit d'abord, vous n'allez pas pouvoir vous marier cette année parce que je n'ai plus de vin, tout est gelé. Alors ça ne faisait pas notre beurre que la vigne avait gelé. Le matin de notre mariage, ne viens pas te plaindre. Ne viens pas te plaindre du choix que t'as fait. Hein. Alors ça, c'était la rengaine, je crois, pour toutes mes sœurs. Hein. Ah oui? Ah oui, oui, c'était ça. Hein. Je me souviens que mon père dansait dans l'air. Ouais. Et je suis encore aujourd'hui admiratif de voir comment il dansait les vieilles danses, là. La bourrée, ça s'appelait, je crois. Oui, il y avait un orchestre, on avait dansé toute la nuit. Et puis le lendemain, ben, il y avait le retour. Il y avait autant de monde à manger les restes le lendemain. Ça durait 2-3 jours. Ou pas. Eh bien, on savait qu'on aurait le nécessaire, mais qu'on ne pouvait pas dépenser. Fallait faire avec ce qu'on avait. Depuis la cuisine jusqu'à tout avec une mère qui s'ingéniait et des sœurs qui étaient bien placées pour faire de la très bonne cuisine. Mes parents me disaient, ben, serre-toi, tu sais où est l'argent, hein, auprès du paquet de tabac, et puis le portefeuille est auprès, là. Ben, tu te sers, hein. Mais sachant qu'il n'y avait pas grand-chose dans le portefeuille, ben, tu ne te servais pas. Je devais avoir 18-19 ans à cette époque-là, où j'avais dit, ben, on n'est même pas payé, on n'a même pas un vélo pour se servir, et on travaille pour rien. Alors, disons, 3 jours après, j'avais un vélo, disons. Et mes parents s'étaient saignés aux veines et je m'en suis voulu toute ma vie, parce que je disais pas possible
Mais tu vois, ils prenaient conscience quand même que des jeunes, que leurs enfants avaient travaillé et n'avaient pas été rémunérés. La sexualité. Ah, c'est Marthe qui nous avait fait l'initiation. C'est Oui, parce que Marthe était toujours avec papa dans les écuries. Et elle nous avait dit un jour, à Jeanne et puis à Louise, on était toutes là. Elle a dit, je sais bien comment c'est les enfants, c'est comme les petits veaux. Mes belles-sœurs, là, mes belles-sœurs Bautreau, elles disent, ma pauvre Félicité, tu dormirais avec la casquette de Gabriel, tu serais enceinte. Ben, elle dit non, quand même pas. Elle a dit, je ne me rappelle plus à qui, à laquelle, ouvre donc le dictionnaire pour me dire ce que c'est que le sperme. On rit, on a ri avec elle, là. Je dis, pourtant t'en as eu dans le vagin, toi, du sperme. Mais déjà, il y avait eu des prémices de la méthode Ogino. Notre mère en avait entendu parler par tante Thérèse Dupont. Et notre mère disait, mais c'est pas bien ça. Fallait laisser faire la nature. Hein. C'était un peu contre nature. Ça a été catastrophique parce qu'il y a plein d'enfants qui s'appelaient Ogino. Ah, mais c'est ce qui était dit aussi. Ben, les garçons étaient sûrement plus informés que les filles. Les gars qui partaient au régiment ou à la guerre, ils étaient confrontés à des dures réalités, quoi. Gabi aimait bien être avec les filles, avec ses sœurs. Un jour, il nous agaçait, il nous embêtait. On prend le balai et on court après lui d'un bond. Il est monté dans l'escalier, dans la chambre aux filles, qui est le sacrilège. Ensuite, on l'a enfermé dans le grenier. On a dit, ben mon gars, reste dans là. Et puis on t'ouvrira quand ça nous plaira. Tout d'un coup, il nous appelle, hey, les filles, j'ai envie de chier. Alors on lui dit, oui, tu nous racontes des bêtises là, c'est pas vrai. On n'entendait plus rien. On ouvre la porte tout doucement. Il nous fait le présent dans un plat bleu, que ma soeur Danielle m'a dit, elle se rappelle très bien, dans un plat bleu en nous faisant l'offrande. Alors, si on arrive, on était bien obligé de lui ouvrir la porte et puis de le laisser partir. 5-6 fois qu'il venait à la maison, une poignée de main. Il était bœuf. Et on disait à Louise, il t'a-t-il embrassé? Non, pas encore. Et Louise, il t'a embrassé aujourd'hui? Ben non, pas encore. Deuxième dimanche, non. Toi, ça dure pour combien de temps? D'un coup, elle nous dit, ça y est, les gars, ça y est. Les gars Roussel qui arrive avec une petite coriole et puis il avait attelé une bique. On avait attelé une bique. On dit avec Ferdinand, on lui dit non, il faut qu'on fasse un petit chariot. On va faire un comme les gars Roussel, on va dresser le chien. On va dresser le chien. On avait un bon petit chien de tout pour les vaches. Il s'appelait Sidi. Alors, Ferdinand, il bricolait bien. On a dit, alors, on nous fait un bon petit plateau. J'ai acheté 2 roues, je me rappelle, 20 centimes. Le pauvre chien, ça n'a pas été longtemps, dit. Ça c'est vite. Hein. Le chien affolé, long des coulisses. Il nous a échappé, on l'a retrouvé dans le chêne cru. Cul par-dessus, il broyait le chien dans le... On l'a décelé bien vite. Le chien délibéré de ses souffrances. Une fois, il a gardé de bonne mémoire, le chien. Il fallait chercher les vaches, le chien nous regardait. Il se barrait sur le foin. On ne le voyait plus. Quand notre père a mis le chien, c'était rigolo, c'était un bon petit chien. Quand notre père, il appelait le chien, il obéissait le chien, il allait chercher les vaches. Nous, on était comme deux cons, on était comme de courir après. Puis, oh, je me souviens, non, mais comment il riait de nous, le sacré chien.
lui avait été aider à Jean de Comte quand il a pris l'affaire, repérer les lieux, voir avec l'ancien fermier. Le fermier leur a dit, je vais vous payer, vous allez, on va manger ensemble. Et puis il y avait des olives. Des olives à manger. Gabi, il adorait les olives, il attrape l'olive dans sa poche. Deuxième dans sa poche. Troisième dans sa poche. Alors il sort, il contemple les deux, il tire le mouchoir. Les olives sur les godasses au bonhomme. Oh. Le petit monsieur, il dit, eh bien, je vois, monsieur, que vous n'avez pas apprécié mon repas. Puis, les deux frères associés en exploitation décident de faire tomber cette meule de foin parce qu'elle était dangereuse compte tenu de son inclinaison. Et il monte sur la meule de foin et crée un balancement. Et puis, effectivement, au bout d'un moment, mais au lieu de se détacher de la base, la meule de foin se détache par le milieu. Et en tombant, elle enfouit. Elle enfouit les deux gars sous la masse de foin. Alors, il y en a un qui étouffait, qui appelait son frère. Ferdinand, viens me chercher, je vais crever. Tombé moitié en syncope. Il était à cheval sur la roteleuse, sur la route de la roteleuse qui était initialement au pied de la meule. Avec du foin par-dessus lui. Avec du foin par-dessus lui. Et il entendait son frère, mais loin, qu'il l'appelait. Après, il y en a un qui a quand même retrouvé ses sens, qui est allé tirer l'autre. Mais l'autre, il avait des bottes. Il a tiré le bonhomme, mais il a laissé les bottes. Et il dit, on a retrouvé les bottes l'année d'après, quand on a déménagé la meule de foin. Il y avait un poirier qui était branlant, puis je dis, c'est dangereux, ça va. Avec Ferdinand, on monte sur le poirier. Boum, le poirier culbute, et on voit Ferdinand dessous. Oh là là là. Il était là, oh. Il dit, Ferdinand, t'es pas mort? Non. Non, qui dit non, sors-moi de là, sors-moi. J'ai retrouvé les bottes, bon, pas toi, mais 2 mois après, j'ai retrouvé une botte, elle était restée sous la peau. Offrir un cadeau à Gabi Hériot, et un cadeau de valeur qui était un service de table, qui comptait 44 pièces. Mon père me dit... attelle donc le cheval sur la carriole et va chercher les colis. Je reviens vers le bourg avec mon chargement. Alors ça faisait un boucan du diable sur la route, le cheval, les roues de fer sur le non-bitume puisqu'il avait disparu. Enfin bref, j'arrive au bourg, consternation. Je me rends derrière la carriole, le haillon ouvert et plus de colis dans de colis dans la carriole. Bon, l'oreille basse, je prends mon cheval, je fais demi-tour. Je retrouve le premier colis à la hauteur de chez Roussel, à 500 mètres du bourg. Oh putain, complètement désarticulé. Je la charge, tout penaud. Mais j'en avais qu'un. J'ai dit peut-être que l'autre est en bonne santé. J'arrive à la descente de la Rabine, un sac de gravier, pareil. Je charge, j'arrive au bourg, mais alors, penaud, pour un rescapé. Deuxième colis, miracle, il y avait un saucier. Alors, ben que faire? Consternation.
Tout ça, ça faisait grise mine. Ma tante, mes soeurs, ma mère. Mais j'étais tellement... que personne n'a osé m'engueuler tellement j'étais... Désolée. Tellement j'étais désolé. Non, c'était effrayant. Alors comment ça s'est terminé? Comment il a eu un cadeau? Je ne saurais plus. Ça, on ne dit pas, peut-être des timbales en plastique, j'en sais rien. J'avais eu un grand cabas. Et puis maman me dit, tiens, tu vas aller porter les épluchures de petits pois d'Écosse, de petits pois, au lapin. Ben oui, j'en mets. Et avant de partir, je mets Daniel, qui avait 7-8 mois, dans le cabas, sur les cosses de lapin, les cosses de petits pois. Et puis on avait des lapins pleins, un grand clapier. Et qu'est-ce que je fais? Je jette tous les cosses de petits pois, la figure par-dessus, sur le fumier de lapin, sur le... Oh là là. J'ai jeté le panier de machin avec Daniel dedans. Ah mais j'ai rattrapé Daniel, je l'ai remis dans mon machin. J'ai dit, je vais pas rentrer à la maison tout de suite, tu attends. Oh mais je revois encore, mais dans l'état que j'étais. Puis j'ai vu qu'elle s'était arrêtée de pleurer. Je l'ai gratouillée parce qu'elle avait du fumier. On va faire un chemin de fête aussi, nous. Oh là là, on a ratissé toutes les fleurs. Oh, on a tout étalé sur la route. Oh là 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 là. Il y avait Marie, notre sœur Marie, qui était pas mariée à ce moment-là, votre mère, on a attrapé une sacrée douille, mon pauvre monsieur. Oh là, on avait ratissé tout ce qu'il y avait comme fleurs. Gabi. Et on connaissait ses faiblesses, alors un jour, il allait souvent en réunion le soir. On savait qu'il était très sensible. Il hérissait quand il avait touché quelque chose de poilu. Mais là, on va l'allumer. Il y avait des pots de lapin qu'on avait retournés sur le centre du poêle. Et puis on avait bourré la peau de lapin avec un chiffon, je sais pas quoi, dans le pied du lit. Et quand il est rentré de réunion, nous on ne dormait pas, on faisait mine de dormir. Comme on couchait tous les trois dans la même chambre. Nous, Pierre et moi, on couchait dans le même lit, puis Gabi dans l'autre. Alors on attendait la machin. Oh les gros. Il hurlait là-dedans. Il a regardé ce qu'il y avait dessous. Il pensait que c'était un chat ou un truc comme ça. On était contents de nous. Ça y est, on avait réussi. Le jeudi, qui était un jour de congé pour tous les écoliers, c'était pas le mercredi, c'était le jeudi. Fallait faire le boulot de la ferme, hein. Fallait aller nettoyer les sous à cochons. Alors il rechignait forcément, parce que c'est Jeanne qui avait le commandement des travaux de la ferme. Thérèse non, Thérèse elle s'occupait de la cuisine, puis c'était un tempérament beaucoup plus précieux, quoi. C'était pas la carrure de sa sœur, quoi. Alors allez, Pierre et Ferdinand, allez curer les cochons. Non, on va pas curer les cochons. Elle trouvait le moyen de les enfermer avec le cochon. Et c'était une truie qui ouvrait une gueule longue comme ça. Alors il y avait des espèces de boflans. Hop là, les deux gamins, ils sautaient sur le boflan pour se faire bouffer les pattes. Et puis, ils restaient là. Ils revenaient au bout d'une demi-heure. Allez, êtes-vous d'accord de curer les cochons? Ben oui. Donc, allez, comme ça, elle arrivait à ses fins. Et personne n'allait contre, hein, parce que elle était capable de sévir, quoi. J'ai été choyée, aimée beaucoup. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on a été heureux. On nous a dit, mes pauvres enfants, vous êtes tellement nombreux que vous n'allez pas avoir ça. Jamais, jamais. On a partagé tout.
Je pense que ben, les parents ne lâchaient quand même. Écoute, toutes ces filles-là, si c'était. Ils ont quand même tenu à ce que ce soit quand même assez. Comment dirais-je, moi. Ben, sérieux quand même. Hein. On n'avait pas le droit de faire n'importe quoi. Il y avait une morale. Une famille pas riche, mais qu'on s'entendait tous très bien. On s'entendait tous, hein. On s'envoyait des fleurs souvent, mais enfin, ça ne gâchait rien, hein. On a été heureuses. Mes premiers souvenirs, moi, c'est... j'ai encore le son dans les oreilles de Tocsin quand la guerre de 39 a éclaté. Alors j'étais à Villette, un endroit précis, et je me souviens encore des mots de ma mère, parce que je suis rentré... Parce que il y avait cette ambiance, cette atmosphère lourde, là, disant la guerre est imminente. Et puis c'est arrivé, quoi. Alors... Et t'avais quel âge, toi, à ce moment-là? Ben, en 39, j'avais 8 ans. D'accord. Et j'entends encore ma mère, va dire à Marie que la guerre est déclarée. Et Marie était à faire la lessive à 200 mètres de la maison, auprès d'un puits. Et je suis allé voir ma sœur aînée pour dire à Marie, maman vient de me dire que la guerre est déclarée. Alors là, ben, c'était la grande... oui, c'était... comment dire ça? C'était une espèce de déchirement, quoi. Alors le lendemain de cette déclaration, je vois mon oncle venir dire au revoir à ma mère, qui était sa sœur, Gabrielle Dupont, qui partait à la guerre. Et je le vois encore sur son vélo, et qui continuait son chemin pour aller dire au revoir peut-être à un neveu, peut-être à un frère. Et il partait à la guerre. Et là, c'était on était traumatisés, les gamins. On avait entendu parler de la guerre de 14, et là, ça se renouvelait 20 ans après, quoi. Comme dire, moi, gamin, quoi, 8 ans. Si seulement j'avais été une fille, je ne partirais pas à la guerre. Parce que bon, ben c'était le sort des garçons qu'on réservait, c'était de faire la guerre, quoi. Et j'ai des souvenirs de mon père, lors de la réquisition, il s'attendait justement à ce qu'un cheval lui soit pris par la réquisition. C'était un jeune cheval de 6 ou 7 ans. Et je le revois rentrer de la réquisition, non plus avec son cheval, mais avec la corde et le licol. Et ça a été la désolation. C'était quelque chose d'épouvantable, quoi. Et je me souviens encore de son attitude, là, de la couleur du cheval et de l'attitude de mon père rentrant de la réquisition, quoi. Il était démuni, quoi. Parce que le cheval avait une telle importance, c'est lui qui faisait les labours, on labourait pour semer le blé, on labourait pour planter les choux et les betteraves, qui devaient nourrir le bétail, et le cheval, c'était l'attraction. Dans notre chambre à Madeleine et moi, il y avait un plancher, il y avait une grosse fissure, quoi, tu vois. Et puis on avait entendu, Madeleine et moi, qu'il y avait quelque chose le soir. Alors on s'allongeait devant toutes les deux, mais pousse-toi un peu, mais on faisait pas de bruit, on avait compris que... Et puis là, on passait du temps, et on peut te dire qui venait, c'était les gens qui voulaient pas partir en Allemagne. Apparemment, maman était partie dormir, et là, on la voyait elle avait préparé de la soupe, enfin, tu vois, et ces gars-là ne disaient pas un mot, rien. Ils étaient assez nombreux, ils faisaient pas de bruit, et nous, on retournait se coucher, et eux, ils allaient dormir dans le foin. Et pour bien se persuader qu'on avait vu du monde, eh ben, on allait voir dans le foin, et ben, ils étaient bien nus quand même, et là, ils sont venus combien de temps?
Et puis nous, eh ben, on savait qu'ils arrivaient. Et jamais, pas plus l'une que l'autre, on a dit quoi que ce soit à qui que ce soit. Toutes les deux, on s'était dit. Et puis en sortant des vêpres, un quart branlant, un gars. Et un homme qui m'avait paru vieux, mais qui avait une barbe rousse, mais un pop, quoi, tu vois là. Déjà, ça te. Et puis c'est lui qui manageait tout le monde. Et puis il restait une assez grande famille, dont le pop là. Et puis papa dit, ben venez chez nous. Puis je revois Alexandrio le prenant par les épaules, Gabriel, dans l'état qu'est ta femme. Mais qu'est-ce qu'elle a, sa femme? Elle n'était pas là, elle n'était pas venue, mais pourquoi? Eh bien, elle était alors ça c'était en juillet, août, ben, elle a accouché le 1er septembre, à 2 mois. Alors tu vois, je n'avais même pas vu qu'elle avait... C'est là que j'ai découvert qu'elle était enceinte. Ben oui. Tu n'avais pas vu. Et puis quand on est arrivé, eh bien, maman, elle s'est mise... Ah, mais je revois encore les gens étaient assis sur des bancs de bois, complètement écrasés. Et puis, eh bien, maman, elle leur a fait à manger. Et puis c'était une famille qui s'appelait Leroy et Grégoire. Mais des gens super intéressants. Et puis, il faisait une chaleur le soir. À 10, 11 heures le soir, on était à jouer dehors avec il y avait 3 enfants, dont Mireille. Et puis Gabi faisait que l'embêter, Mireille, il faisait dire « Oh, c'est notre chien, Mirette !» On l'aurait battu, on l'aurait tué. En divagation, parce qu'il ne voulait pas se faire prendre par les Allemands, et il passait à travers les chemins, il sautait par-dessus les ruisseaux, et mon père en avait recueilli plusieurs, buvant de l'eau du fossé, et lui dire « Arrête, viens chez moi, je vais te nourrir, et surtout ne continue pas à boire de l'eau, tu viendras chez moi. » Et ces gens-là restaient 8, 10 jours, 15 jours. Et on vidait les armoires, parce qu'il ne fallait pas qu'ils restent en habit kaki, en habit militaire, et on l'habillait des pieds à la tête, on le nourrissait, et il allait faire les foins, il allait faire la moisson, chez nous, et chez les voisins, chez un oncle entre autres. C'était des officiers, c'était des hommes de troupe, parce que nous les enfants on avait tout vu, on avait tout entendu, et les parents, vous savez, vous n'avez rien à dire, hein. Si vous dites quelque chose, vous nous ferez couper la tête, vous risquez de nous faire couper la tête. Alors, alors là c'était la sentence, là c'était... Alors tu te serais fait tuer, hein. Mais tu n'aurais jamais dit qu'on avait accueilli un prisonnier, qu'on avait... non. C'était les bombardements de Nantes. Et le hangar était libre, on avait une échelle qu'on avait montée avec Pierre sur le hangar pour voir les bombardements. C'était en 1944. Ça devait être au mois de juin, les bombardements. Et maman criait « Vous allez tomber, vous allez tomber !» Je me rappelle de ça. Mais on voyait la fumée. On avait monté sur le faîteau du hangar. Et puis, avec Pierre. On était toujours de connivence. Le bombardement, ça c'était terrible quand ils venaient sur la poche de Saint-Nazaire, les Anglais. Hein. Alors ils venaient, ils pensaient, tu vois. Et on avait tellement peur qu'on se couchait dans les fossés. Avec Pierre, on était à garder les vaches, on s'était caché dans une haie, comme si ça pouvait faire quelque chose. Mais le bruit, mais c'était épouvantable. Je te dis, j'en ai encore le bruit dans les oreilles. Hein. Tellement le ciel était rempli d'avions et ce bruit. On crevait de peur, je me rappelle avec Anne, on crevait de peur des flottes d'avions qui bombardaient Nantes-Saint-Nazaire. C'était les Allemands. Puis il y a eu les Américains aussi qui bombardaient un petit peu. La Gestapo qui est descendue à Tailly pour embarquer un instituteur qui était instituteur. Il s'appelait Monsieur Cartier, je m'en souviens très très bien.
Et les chapeaux, les bottes noires, les chapeaux et les grandes tuniques sont arrivés dans la cour de l'école pour récupérer, parce qu'il avait fait de la résistance, il était pour être expédié en camp de concentration. Et il a eu une chance qu'il a passé par la fenêtre, il a sauté dans les salades, je me rappelle, et dans les lauriers qu'il y avait, il s'est camouflé là, le temps que la Gestapo fasse sa perquisition. Et le directeur qui s'appelait De Bureau, il a dit, vous vous taisez, vous ne dites rien. Où est Cartier? Pas Cartier. Qui dit, les enfants, il dit, je vous fais l'école, qui nous dit le directeur. Les enfants, je vous fais l'école. Ah oui, monsieur, il dit, messieurs, il n'y a pas de Cartier ici. Alors, ça s'est arrêté là, mais pendant ce temps-là, il était dans les lauriers. C'est un instituteur sensationnel. Il nous avait fait peut-être 2 mois, peut-être l'école, parce qu'on a eu 7 instituteurs, enfin des gens de passage, de machin, et puis on a été 6 mois sans école. Et puis un jour, qu'est-ce que je trouve? Soi-disant que c'était un poste émetteur. J'ai tiré sur le fil, il y avait un nombre de fils très impressionnant. Mon père disait que tout le monde se taise. Hein. On va mettre ça dans la chambre, en haut, dans le tiroir de l'armoire, et que personne ne parle qu'on a trouvé ça. C'est ce qui a été fait. Après, on avait trouvé des jumelles, mais alors, longues comme ça, tombées dans le champ. Mais qu'on voyait, on s'en est servi, nous, des fois on regardait par la fenêtre, on voyait jusqu'à la richerie. Et on allait fréquemment à Ancenis, hein, c'était la ville la plus proche où on pouvait faire ses achats, ses ventes, enfin bref. Et Thérèse, comme toutes mes sœurs, pouvait aller en vélo. Oh, des vélos, il n'y avait même pas de chambre à air à l'intérieur du pneu, c'était du cordage parce qu'on ne pouvait pas trouver... ou alors les pneus bien bandés par de la ficelle de lieuse, mais la roue ne pouvant pas passer au niveau des freins, il fallait enlever les freins, et Thérèse pouvait avoir un vélo sans frein, justement. Et voyant des Allemands défiler, au pas cadencé, la botte de cuir, la prise de frayeur sur son vélo, elle ne regardait que les Allemands défiler, et il y a un brave homme qui se trouvait face à elle ou par derrière elle, tant et si bien qu'elle s'est enfilée entre ses 2 jambes, et elle a pris le bonhomme sur son vélo. Mais c'est un bonheur extraordinaire d'avoir nos neveux, quoi. Gabi, après au garage, Marie-Thérèse, Jean Gérard qui était un petit crevard épouvantable, enfin, toute la famille était en émoi quant à sa survie, quoi. Mais Jean-Michel, bien sûr, Jean-Michel, qui était quand même quelqu'un de un peu rebelle dans son genre, quoi. À la naissance à Gabi, j'avais inscrit sa date de naissance sur une citrouille, la sienière. 28 août, ça je m'en souviens, disons j'avais 7 ans. Et c'était rigolo. Hein. Jean Gérard, forcément, qui avait eu la coqueluche qui était dans... Puis elle était rigolote, Gabi. On la cherchait, elle était cachée dans des grandes bassines. Gérard était très chétif. À la Croix, le père Perret avait une jument qui avait beaucoup de lait. Donc il trayait sa jument et on allait chercher des flacons de lait de jument pour Jean Gérard. Et après ils ont pris une chèvre parce qu'ils digéraient mieux le lait de chèvre. Oui, Marie-Thérèse, qu'est-ce que je l'ai transportée sur mon vélo. Hein. Elle parlait avant de marcher, elle. Hein. Oui. Elle a tout le temps été bonne de la langue, mais... Et puis alors moi j'ai le souvenir de Marie-Thérèse, c'est ma filleule. Elle parlait à 1 an. Alors je l'envoie encore dans la grande chaise. Et puis il y avait Ferdinand Chapelot qui était notre voisin qui venait. Alors on lui faisait dire Chapelot. Elle disait Chapelot, elle avait 1 an. Mais elle a parlé de monologue. Mais on était en admiration devant elle. Puis après, Geneviève qui était de son âge,
Eh bien, elle ne nous intéressait pas parce que Geneviève, elle était dans son petit coin bien tranquille, elle ne disait rien. Et tandis que ben, c'était... Oh, quand j'y pense, je dis quand même, on était bourriques. Jeanne et moi. Oh, alors c'était comme Marie-Thérèse. Geneviève était toute calme, toute gentille. Ben, Jean-Michel, fais attention parce qu'il y a la clôture électrique là. N'y touche pas. Et puis ben, on était ravis, nous. De toutes les conneries qu'on pouvait lui faire dire, il fallait. C'était une merveille, quoi. Alors, tout d'un coup, on se détourne. Il m'a fait ah. Je lui avais dit, Jean-Michel, il faut que je t'apprenne à faire des cigarettes. Voilà. première, c'était un peu boudin, mais enfin, il s'était mis à faire des belles cigares, on y tirait dessus. Et sa mère l'a su? L'histoire s'arrête là. Elle devait se dire, oh, que tu pues. On faisait faire la prière à Jean-Michel. Alors ça donnait ça. Jésus, non, Bénimonette et mon parrain qui est à Saint-Matelot. Alors tout le monde riait, tout le monde riait. Et Monette, c'était? C'était le chien. Daniel avait une voisine qui s'appelait Marie Dabouy, qui gardait ses vaches. Je ne sais pas quel âge que j'avais, mais peut-être 4-5 ans. Daniel, donc 50 plus que moi. Et j'ai beaucoup contribué à faire le bébé pour ces deux dames qui jouaient au papa et à la maman. Donc j'avais droit au biberon. Alors, une chose que je me rappelle, elle me mettait à faire pipi. Ça je me souviens. Elle me prenait, il fallait que je fasse pipi.